Il y avait une clause secrète dans le contrat de Kevin Costner pour Yellowstone dont personne ne parle. Elle lui donnait un pouvoir que le studio n'a jamais voulu qu'il ait. Pendant des années, ils ont essayé de le briser. Ils ont retardé les scripts. Ils ont changé les calendriers de tournage. Ils ont même menacé de tuer son personnage de la manière la plus humiliante possible. Mais Costner avait une protection qu'ils ignoraient. Quand il l'a finalement utilisée, toute la série a implosé. Ce qu'il a révélé dans cette dernière vidéo Instagram n'était que le début. La vraie raison pour laquelle il ne reviendra jamais implique des secrets qui pourraient détruire des carrières. Kevin Michael Costner est né le 18 janvier 1955 à Linwood, Californie. L'ascension de son père, Bill, qui est passé de creuser des fossés à devenir un cadre de service public pour Southern California Edison, a montré l'histoire classique d'un travail acharné pour progresser. Le travail de Sharon Ray lui a donné une vision intime des familles difficultés, et ce sentiment d'empathie s'est transmis à la propre vision de Kevin. L'enfance de Kevin a été marquée par des déménagements constants alors que son père gravissait les échelons de l'entreprise de service public. Chaque promotion signifiait une autre relocalisation, et Kevin s'est décrit comme se sentant comme un enfant de l'armée, toujours le nouveau à l'école. La famille a vécu à Linwood, puis à Compton, où il a passé ses années de collège, puis à Ventura, Visalia, et enfin de retour dans le comté d'Orange. À Visalia, il a fréquenté le lycée Met Whitney et a joué dans la fanfare. Les changements constants l'ont rendu anxieux et incertain de lui-même, disant qu'il avait perdu beaucoup de confiance parce qu'il devait toujours recommencer et se faire de nouveaux amis. Mais l'expérience lui a donné des compétences d'observation pointues et un fort sens de l'empathie, des qualités qui ont façonné son jeu d'acteur plus tard. Bien qu'il ait eu des difficultés à l'école et qu'il ait souvent été qualifié de mauvais élève, Kevin a montré un côté artistique surprenant. Il excellait dans les sports, jouant au basketball, au football et au baseball, même s'il ne mesurait que 1,57 m à la fin de ses études secondaires à l'âge de 18 ans. Il a pris des leçons de piano, a écrit de la poésie et a chanté dans la chorale de la First Baptist Church. Ses intérêts lui ont donné un débouché créatif que la plupart des gens autour de lui ne savaient pas qu'il avait. La même année, il a construit son propre canoë et a pagayé sur les rivières que Lewis et Clark avaient autrefois parcourues se rendant dans le Pacifique. C'était une aventure audacieuse qui montrait son amour pour l'histoire américaine et l'esprit de la frontière. Regarder la conquête de l'Ouest, 1962, n'a fait qu'approfondir cette passion. Pourtant, il a gardé une grande partie de sa créativité privée, se sentant obligé de se conformer aux attentes d'un jeune homme grandissant dans la Californie des années 1970. 1973, Kevin a obtenu son diplôme de la Villa Park High School à Villa Park, Californie. Là, il a joué au baseball aux côtés de son coéquipier Dennis Burt. Peu de temps après, il s'est inscrit à la California State University, Fullerton, où il a obtenu un baccalauréat as Arts Commerce 1978. Il a rejoint la fraternité Delta Chief et a suivi une voie stable et pratique qui semblait promettre une carrière stable. Ses parents, qui avaient vécu des moments difficiles, croyaient avant tout à un travail sûr. Kevin se souvenait clairement des conseils de son père. « Ne laissez jamais personne travailler plus que vous, sinon il prendra votre travail. » À l'époque, Kevin a accepté cette sagesse rude, croyant qu'il se dirigeait vers une vie d'entreprise. La même année, il a épousé sa petite amie de l'université, Cindy Silva, et ensemble, ils ont commencé. Ce qui ressemblait à une vie traditionnelle de classe moyenne. Ce que peu de gens savaient, c'est que pendant sa dernière année à Cal State Fullerton, Kevin avait discrètement commencé à prendre des cours de théâtre, non pas une fois par semaine, mais 5 soirs par semaine. Il l'a gardé complètement secret, même pour Cindy. Il a même auditionné pour une pièce hors campus, Rumpelstiltskin. Et bien qu'il n'ait pas obtenu le rôle, il était accro. Cette double vie montrait à quel point il devenait sérieux au sujet du jeu d'acteur, même tout se préparant ouvertement à une carrière dans les affaires.
1968, Kevin et Cindy se sont mariés et sont partis voyage de noces à Puerto Vallarta, au Mexique. Ils avaient peu d'argent et, à leur retour, ils ont dû prendre un bus à 8 $ de l'aéroport de Los Angeles à Anaheim avec toutes leurs affaires entassées dans une seule valise. Cindy a soutenu le jeune couple travaillant dans le marketing pour Delta Airlines, tandis que Kevin rêvait secrètement d'Hollywood. Leur mariage durera 16 ans jusqu'à leur divorce 1994, qui s'est soldé par un règlement de 80 millions de dollars, l'un des plus coûteux d'Hollywood à l'époque. Le moment le plus remarquable de ce voyage de noces est survenu lors du vol de retour. Kevin a remarqué l'acteur légendaire Richard Burton, assis à quelques rangées de là. Burton avait acheté tous les sièges autour de lui pour plus d'intimité, mais Kevin, alors âgé de 23 ans, a rassemblé le courage de l'approcher. Il a admis doucement: « J'espérais devenir acteur. Eh bien, vous êtes un acteur célèbre, mais vous avez eu beaucoup de mariages et beaucoup de drames. Je veux juste savoir, ce genre de vie suit-il un acteur? Je veux avoir une vie qui n'est pas remplie de drames. » Burton l'a regardé et a répondu: « Vous avez les yeux verts, j'ai les yeux verts. Je pense que tout ira bien pour vous. » La conversation a duré environ 20 minutes et a laissé à Kevin un sentiment d'encouragement discret, mais puissant. Plus tard, lorsque l'avion a atterri, Kevin et Cindy ont attendu leur bus sur le trottoir, assis sur leur unique valise. De nulle part, la limousine de Burton s'est arrêtée devant eux. La vitre teintée s'est baissée et Burton s'est penché avec un message simple: « Bonne chance à vous. » Puis la voiture est repartie. Kevin ne le reverra plus jamais, mais ce moment est resté gravé dans sa mémoire. Après avoir obtenu son diplôme, Kevin a brièvement travaillé comme directeur marketing 1978, mais cela n'a duré qu'un mois. Le travail l'empêchait de passer des auditions et de suivre des cours de théâtre, et il s'est rapidement rendu compte que la voie de l'entreprise n'était pas pour lui. Il a admis plus tard qu'il n'avait même pas dit à Cindy à quel point il était sérieux au sujet du jeu d'acteur jusque-là. Bientôt, il a accepté un emploi de régisseur au Raleigh Studio à Hollywood, ce qui lui a permis de rester proche de l'industrie tout continuant à suivre des cours. Il s'est soutenu travaillant comme chauffeur de camion, pêcheur, charpentier et même guide touristique à Hollywood. Ces années ont été difficiles, mais Cindy l'a soutenu et chaque petit rôle d'acteur les a aidés à survivre. Sa première apparition au cinéma a eu lieu dans Sizzle Beach, USA, tourné entre 1978 et 1969 et sorti 1981. Costner était embarrassé par la comédie romantique à petit budget, particulier les scènes de sexe, et a plus tard essayé d'acheter les droits pour empêcher sa diffusion. La société a refusé et, 1946, ils l'ont republié pour profiter de sa renommée grandissante. C'est devenu une sorte d'étrangeté culte et est même apparu sur Mystery Science Theater 3000, 1993. Tout a changé 1945 lorsqu'il a joué le rôle de Jake dans le western Silverado de Lawrence Kasdan. Kasdan avait promis à Kevin un bon rôle après que la plupart de ses scènes aient été coupées du film The Big Chill 2 ans plus tôt. Et il a tenu parole. Dans Silverado, Kevin a joué un pistolero vif et imprévisible dont l'énergie a volé la vedette, même dans une distribution qui comprenait Kevin Kline, Scott Glenn, Danny Glover et Jeff Goldblum. Le film a rapporté 32,2 millions de dollars lors de sa diffusion dans 170 salles de cinéma. Et bien que ce ne soit pas un succès massif, les critiques et les initiés de l'industrie ont immédiatement remarqué le charisme de Kevin. La grande percée de Kevin Costner a eu lieu en 1987, mais elle a failli ne pas se produire. Il n'était pas le premier choix pour aucun des rôles qui ont fait de lui une star. Don Johnson, qui était célèbre pour Miami Vice à l'époque, s'est vu offrir le rôle principal d'Elliot Ness dans Les Incorruptibles, mais a refusé parce qu'il ne voulait pas être catalogué comme un homme de loi.
Le réalisateur Brian De Palma n'était pas non plus convaincu par Costner jusqu'à ce que Steven Spielberg et Lawrence Kasdan le persuadent de donner une chance à l'acteur relativement inconnu. C'était un pari qui a porté ses fruits. Les Incorruptibles ont rapporté 106,2 millions de dollars dans le monde et ont reçu 4 nominations aux Oscars. Sean Connery a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle, et Costner a soudainement attiré l'attention de tout le monde. La même année, il a prouvé qu'il n'était pas seulement une merveille à un seul rôle avec passe de sortie. Dans ce thriller de la guerre froide, il a joué le rôle du lieutenant-commander Tom Farrell face à Gene Hackman. Le film a obtenu un score méta de 77 et une note de 7,1 sur IMDb de plus de 52 000 votants, montrant au public qu'il pouvait facilement passer des drames policiers aux thrillers psychologiques. Avoir 2 succès majeurs. Studio Une seule année a instantanément fait de lui l'une des stars les plus recherchées d'Hollywood et a préparé le terrain pour sa domination à la fin des années 1980. 1988, il a repris Bull Durham, un film qui n'a failli jamais être réalisé. Le scénariste et réalisateur Ron Shelton a vu son scénario rejeté par tous les grands studios en studio, pas une, mais 2 fois. Même avec l'enthousiasme de Costner pour l'histoire, personne ne voulait prendre le risque. Finalement, le film a été réalisé avec un tout petit budget d'environ 6 à 9 millions de dollars. À la surprise générale, il est devenu un succès culturel, rapportant plus de 50 millions de dollars Amérique du Nord. C'était plus de 8 fois ce qu'il coûtait pour le faire. Cela ne s'est pas arrêté là. Sports Illustrated l'a ensuite classé comme le meilleur film de sport de tous les temps. Bravo l'a classé au numéro 55 de sa liste des 100 films les plus drôles et l'American Film Institute la classe au numéro 97 de sa liste des 100 ans sans rire. Rotten Tomatoes l'a même répertorié comme le numéro 1 parmi les 53 meilleurs films de sport examinés. Le succès de Bull Durham a préparé le terrain pour Field of Dreams 1949. Ensemble, ces films sont devenus connus comme faisant partie de sa trilogie de baseball, avec des projets ultérieurs consolidant cet héritage. Ce qui rend cette histoire si remarquable, c'est à quel point Hollywood a failli refuser 2 des films de baseball les plus aimés jamais réalisés. Sans la persévérance de Costner, le public n'aurait peut-être jamais vu certains des films de sport les plus mémorables de l'époque. 1940, Costner était prêt à faire plus que simplement jouer dans des films. Il a uni ses forces à celles du producteur Jim Wilson pour créer Tig Productions. Le timing n'était pas un hasard. Au plus fort de sa renommée, Costner voulait avoir le contrôle des histoires qu'il racontait. Leur premier projet était l'ambitieux Danse avec les loups. Les grands studios hésitaient à le soutenir, alors Costner et Wilson ont pris un énorme risque. Ils ont d'abord vendu les droits étrangers, ce qui a couvert 40% du budget avant même d'avoir un accord avec un studio. Cela a forcé Orion Pictures à négocier à partir d'une position plus faible quelques semaines seulement avant le début du tournage. Plus important encore, Costner a obtenu les droits de montage final, ce qui signifie que personne ne pouvait modifier le film sans son approbation. Ce genre de pouvoir était presque inouï pour un réalisateur débutant. Le moment le plus audacieux est survenu avec Danse avec les loups. Le budget, qui variait entre 15 et 22 millions de dollars, a commencé à s'épuiser et Costner a investi 3 millions de dollars de son propre argent pour le maintenir à flot. Les gens à Hollywood se sont moqués du projet, l'appelant Kevin's Gate, une référence au désastreux Heaven's Gate qui avait détruit United Artists 1980. Le tournage a duré 4 mois dans les paysages austères du Dakota du Sud et du Wyoming. Le film présentait de longs passages de dialogue. Lakota, traduit par Doris Leader. Charge de l'université Sintagleska. Les studios pensaient que le public ne le supporterait jamais et Warner Brothers a même refusé de le distribuer.
Costner a dû hypothéquer des biens personnels et persuader les investisseurs nerveux que les gens regarderaient un western de près de 4 heures sur la culture amérindienne. Au final, le risque a payé. Lors de la 63e cérémonie des Oscars 1991, Danse avec les loups a obtenu 12 nominations et a remporté 7, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Costner. Il est devenu la 3e personne de l'histoire des Oscars à remporter le prix du meilleur réalisateur avec un premier film. Le film a rejoint une très courte liste de westerns à avoir remporté le prix du meilleur film, aux côtés de Cimarron, 1931, Impitoyable, 1992 et Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, 2007. Il a également remporté le Golden Globe du meilleur film et a ensuite été conservé à la Bibliothèque du Congrès pour sa signification culturelle et historique. Peu de temps après, Robin des Bois, prince des voleurs, a montré que le pouvoir de star de Costner pouvait survivre même aux critiques sévères. Le film a rapporté 25,6 millions de dollars lors de son premier week-end, juin 1991, et a rapporté 375 millions de dollars dans le monde avec un budget de 48 à 60 millions de dollars. Les critiques ont été brutales. Roger Ebert lui a donné 2 étoiles, la qualifiant de version sombre et déprimante du conte classique. Le Los Angeles Times s'est moqué de Costner pour ne pas avoir utilisé d'accent anglais et a même souligné une scène impossible où Robin aurait marché 900 mètres un après-midi. Malgré tout cela, le public a adoré, lui donnant une note A sur CinemaScore. Il a fini par être le 2e film le plus rentable de l'année, juste derrière Terminator 2, Le Jugement dernier. Lorsque le garde du corps est sorti sale le 25 novembre 1992, personne ne s'attendait à ce qu'il change Hollywood comme il l'a fait. Le film avait commencé comme un scénario oublié des années 1970 destiné à Steve McQueen. Au moment où Kevin Costner l'a fait revivre aux côtés de Whitney Houston, il est devenu l'un des thrillers romantiques les plus réussis de tous les temps. Le film a rapporté plus de 41 millions de dollars dans le monde, terminant juste derrière Aladdin de Disney, qui, dans une tournure étrange, est sorti le même jour. Aux États-Unis et au Canada seulement, il a rapporté près de 122 millions de dollars et a conservé une place dans le top 10 pendant 10 semaines consécutives. Mais le film n'était pas le seul phénomène. C'est la bande originale de Whitney Houston qui a véritablement conquis le monde. Il s'est vendu à plus de 45 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui fait la bande originale de film la plus vendue de l'histoire. Décembre 1992, l'album s'est vendu à 831 000 exemplaires une seule semaine, battant tous les records depuis que Billboard a commencé le suivi électronique. Son single « I Will Always Love You » a battu ses propres records, se vendant à 2,1 millions d'exemplaires, dont 577 000 seulement 7 jours. L'album est resté numéro 1 pendant 20 semaines entre décembre 1982 et mai 1993 et est même devenu le premier à se vendre à plus d'1 million d'exemplaires une seule semaine, lorsqu'il a vendu 0,6 millions d'unités, janvier 1993. Alors que Costner profitait de cet énorme succès, il a fait un choix de carrière audacieux l'année suivante. Il a fait équipe avec Clint Eastwood pour le film Un monde parfait de 1993. Le projet avait été refusé par Steven Spielberg, qui a choisi de réaliser Jurassic Park à la place. Eastwood a accepté de réaliser, mais ne voulait pas jouer, préférant éviter le stress de gérer les 2 rôles. Costner, cependant, a vu le pouvoir de remettre Eastwood à l'écran et a passé des semaines à travailler avec le scénariste John Lee Hancock pour étoffer le personnage d'Eastwood. Il n'essayait pas de rendre son propre rôle plus important, mais voulait plutôt donner à Eastwood un rôle avec la rédemption et la profondeur émotionnelle. Le pari a fonctionné. Eastwood s'est laissé séduire et, ensemble, ils ont créé un film qui a rapporté 135 millions de dollars dans le monde. Les critiques ont salué la performance de Costner pour avoir montré une profondeur que beaucoup n'attendaient pas de lui. À l'époque, Costner n'était pas qu'une star. Il était l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood.
Pour le garde du corps, son contrat lui a rapporté entre 20 et 30 millions de dollars, bénéfices inclus. 2 ans plus tôt, Robin des Bois, prince des voleurs, lui avait rapporté 40 millions de dollars supplémentaires grâce à un contrat back-end intelligent. 1995, même avec la production difficile de Waterworld, il a quand même obtenu un salaire de 14 millions de dollars. Seule une poignée d'acteurs au début des années 1990 pouvaient exiger ce genre d'argent. Les studios étaient prêts à lui accorder non seulement des chèques de paie massifs, mais aussi un contrôle créatif, sachant que son nom à lui seul pouvait garantir le succès international au box-office. Ce succès a eu un prix. Costner est devenu connu pour son perfectionnisme et son insistance à contrôler presque tous les aspects d'un film. Il était profondément impliqué dans les scénarios, le montage et la vision globale. Il a admis qu'il refusait de laisser quiconque apporter des modifications dans son dos, expliquant que si l'histoire n'avait pas la chance de briller, le film et son public étaient trompés. Son souci du détail pouvait être épuisant pour ceux qui l'entouraient, mais ses antécédents ont incité les gens à l'endurer. Sur le garde du corps, son exigence d'authenticité et d'honnêteté émotionnelle a donné au film la tension romantique à laquelle le public croyait. Derrière les caméras, cependant, sa vie personnelle a commencé à s'effondrer. 1995, après 16 ans de mariage, Costner et sa première femme, Cindy Silva, ont divorcé. Le règlement s'est élevé à 80 millions de dollars, l'un des plus importants de l'histoire d'Hollywood. Ils s'étaient rencontrés à l'université bien avant qu'il ne soit un nom connu, et ensemble, ils ont eu 3 enfants, Annie, Lily et Joe. Le divorce lui a non seulement coûté une fortune, mais a également ébranlé son sentiment de stabilité. Il a admis plus tard que c'était l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Les choses n'ont fait qu'empirer lorsque Waterworld est sorti salle 1995. Présenté comme le film le plus cher jamais réalisé à l'époque, son budget est passé de 65 millions à un incroyable 175 millions. Le tournage haute mer a causé des retards sans fin, allant des conditions météorologiques imprévisibles aux pannes d'équipement. Costner s'est disputé avec le réalisateur Kevin Reynolds et la production est devenue tristement célèbre pour ses problèmes. Même si le film a rapporté 264 millions de dollars dans le monde, ses coûts massifs ont fait qu'il a été qualifié d'échec. Les critiques s'y sont moqués et l'industrie l'a vu comme un symbole des excès d'Hollywood. La même année, Costner a admis qu'il vivait son année la plus difficile à ce jour. Il a parlé ouvertement de la douleur de perdre son mariage et de voir Waterworld s'effondrer sous son propre poids. Il a décrit le sentiment qu'une série de catastrophes s'était toutes produites même temps. Le divorce l'a amené à ne voir ses enfants que moitié moins souvent, ce qu'il a qualifié d'énorme perte. Peu de temps après, il a entamé une relation courte et controversée avec Bridget Rooney, membre de la célèbre famille Rooney derrière les Pittsburgh Steelers. Leur romance a fait les gros titres lorsqu'elle a révélé qu'elle était enceinte, insistant sur le fait qu'elle était certaine que Costner était le père. Pendant des années, Costner a hésité à reconnaître pleinement son fils, Liam, jusqu'à ce qu'un test ADN ordonné par le tribunal confirme sa paternité 2002. Il a ensuite créé un fonds fiducie et des droits de visite. Mais le scandale avait déjà alimenté des mois de potin. 1997, Costner a fait l'un de ses choix les plus risqués à ce jour avec Le Facteur, un film qu'il a réalisé, produit et dans lequel il a joué. Il a investi une grande partie de son propre argent dans son budget de 80 millions de dollars, convaincu qu'il s'agirait d'un triomphe. Au lieu de cela, ce fut un désastre, ne rapportant que 20 millions de dollars dans le monde. Sa sortie à Noël contre Titanic a rendu l'échec encore plus amer et les critiques l'ont démoli pour sa longue durée et son histoire lourde. L'humiliation a atteint son apogée 1998 lorsque Le Facteur a raflé les Razzie Awards, remportant toutes les catégories pour lesquelles il était nominé, y compris le pire film, le pire acteur et le pire réalisateur. Du jour au lendemain,
L'homme qui avait été la star la plus rentable d'Hollywood est devenu une blague. Pourtant, Costner n'avait pas si fini. 2003, il a réalisé et joué dans Open Range avec Robert Duvall. Le western, réalisé avec un budget modeste, a reçu des critiques élogieuses et a prouvé qu'il avait encore la capacité de créer des films significatifs. Bien qu'il ne soit pas un blockbuster, il a rapporté plus du double de son budget et a montré que Costner pouvait se remettre de ses échecs passés. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, il a accepté davantage de rôles secondaires, reconstruisant lentement sa réputation. Des films comme 13 jours, The Upside of Anger, The Guardian et Mr. Brooks ont rappelé au public son talent. Il n'était plus l'acteur principal imparable du début des années 1990, mais il se prouvait à nouveau tant qu'acteur sérieux. La grande victoire de Kevin Costner aux Emmy Awards pour Hatfields and McCoys n'a jamais été une chose sûre, ce qui l'a rendu encore plus remarquable lorsque cela s'est produit. La mini-série de History Channel racontait l'histoire de l'une des querelles familiales les plus célèbres d'Amérique et a attiré un public de 14,3 millions de personnes pour sa finale, battant des records pour le câble de base. Ce qui a rendu la victoire encore plus surprenante, c'est que la principale concurrence de Costner venait de sa propre co-star, Bill Paxton, qui jouait son rival dans la série. Il a également affronté de solides concurrents comme Benedict Cumberbatch dans Sherlock et Woody Harrelson dans Game Change. Mais sa performance dans le rôle d'Hans Devil Hatfield s'est avérée impossible à ignorer. La victoire a marqué un tournant pour Costner, montrant qu'après des décennies au cinéma, il pouvait tout aussi facilement dominer la télévision, ouvrant la voie à ce qui allait suivre. Ce chapitre suivant est arrivé avec Yellowstone. Au début, la série a failli ne pas se produire. Taylor Sheridan l'a présenté à HBO qui a refusé. Il a finalement atterri sur Paramount Network, une chaîne désespérée de décrocher son premier grand succès. Personne n'aurait pu prédire que Yellowstone deviendrait l'émission la plus regardée du câble. Elle a été créée en 2018 et a continué à susciter une franchise entière avec 1883, 1923 et d'autres spin-offs préparations. La popularité de la série n'a fait que croître, attirant 21 millions de téléspectateurs pour la première de sa saison 5 2024. À 63 ans, Costner s'est retrouvé au centre d'un phénomène culturel, prouvant que sa carrière était loin de toucher à sa fin. Son succès dans Yellowstone a mené à une autre étape importante. 2023, Costner a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique télévisée. Le moment était doux amer cependant. Le mauvais temps l'a empêché de se rendre à la cérémonie à Santa Barbara. Regina Hall a accepté le prix Son nom alors qu'il partageait plus tard un message sincère avec ses fans lignes. Le prix était historique, faisant de lui le premier acteur de Yellowstone à remporter un Golden Globe. C'était un moment qui montrait que la série avait enfin obtenu la reconnaissance qu'elle méritait de la part des circuits de récompense d'Hollywood. Alors que sa carrière montait flèche, sa vie personnelle était également sous les feux de la rampe. Avec sa femme Christine Baumgartner, Costner a élevé 3 enfants. Il a donné à son fils Hayes un nom d'inspiration western qu'il prévoyait d'utiliser dans un film et l'a même choisi dans un petit rôle dans son projet colossal Horizon. Leur vie était aussi somptueuse qu'Hollywood pouvait l'offrir avec de multiples maisons, des avions privés et des vacances de stance de luxe. Mais derrière la surface glamour, leur mariage s'effondrait. 2023, Baumgartner a demandé le divorce après 18 ans de vie commune. La lutte qui a suivi a été amère, s'étalant sur des mois et impliquant des batailles sur la pension alimentaire pour enfants, les biens et même les articles ménagers. Les documents judiciaires ont révélé le style de vie extravagant du couple et la demande de Christine pour près de 250 000 $ par mois de pension alimentaire pour enfants est devenue un point de friction. Le divorce a été finalisé au début de 2024, mais il a laissé des cicatrices émotionnelles et des pressions financières que Costner a transportées dans ses décisions de carrière. Une grande partie de cette pression est venue d'Horizon,
une saga américaine, le projet passionnel qu'il a refusé d'abandonner. Déterminé à donner vie à son épopée western 4 parties, Costner a risqué plus que la plupart des acteurs ne le feraient jamais. Il n'a pas seulement investi 20 millions de dollars, comme beaucoup le croyaient. Il a hypothéqué son domaine de 50 millions de dollars à Santa Barbara et a investi 38 millions de dollars de son propre argent. Lorsque Disney s'est retiré, il a passé des années à chercher des partenaires, disant aux investisseurs à Cannes qu'il avait mis tout ce qu'il avait dans le film. Le pari était à couper le souffle avec un budget total dépassant les 100 millions de dollars. C'était un geste audacieux qui montrait sa foi dans le projet, mais aussi les énormes risques qu'il était prêt à prendre. Dans le même temps, sa relation avec Taylor Sheridan et Paramount s'effondrait. Les conflits d'horaires au sujet de Yellowstone se sont heurtés à son travail sur Horizon, et 2023, les tensions ont éclaté. Costner s'est senti trahi, disant à Deadline qu'il avait été battu par le studio. Sherrod a constaté que les avocats avaient rendu la communication impossible. Des rapports affirmaient que Costner n'avait offert qu'une semaine de tournage, alors qu'il soutenait que les retards étaient causés par la lenteur de l'écriture du scénario de Sheridan. La méfiance s'est accrue lorsque Costner a exigé l'approbation finale des scénarios et a obtenu une clause contractuelle qui empêchait John Dutton d'être tué de manière déshonorante. La querelle était si toxique que la série, dont la durée était prévue plus longue, a été écourtée, se terminant plus tôt avec la saison 5. Lorsque Horizon Chapter 1 est finalement sorti, salle 2024, les résultats ont été dévastateurs. Malgré tous ses efforts et ses risques, le film n'a rapporté que 29 millions de dollars dans le monde, loin de son budget de 100 millions de dollars. La chute de son deuxième week-end a été abrupte et il a eu du mal à l'étranger. Warner Brothers a même reporté la sortie du deuxième chapitre, bien qu'il soit déjà terminé. Costner a admis que le projet devait être un énorme succès juste pour survivre, mais le public n'a pas accroché. Les critiques ont déclaré que le western de 3 heures semblait déphasé par rapport au goût moderne, laissant Costner avec l'une des plus grandes pertes financières personnelles qu'Hollywood ait jamais vues. Puis est venue la vidéo Instagram qui a mis fin à une ère. Le 21 juin 2024, Costner a dit à ses fans qu'il ne reviendrait pas à Yellowstone avec une simple phrase « Je ne reviendrai pas, je vous verrai au cinéma ». Il a fermé la porte à John Dutton et a laissé des millions de téléspectateurs stupéfaits. Quelques jours plus tôt, des interviews avaient suggéré un possible retour. Ainsi, la soudaineté de la finalité a frappé encore plus fort. L'annonce était soignée et émouvante, programmée même temps qu'Horizon pour garder les projecteurs sur lui. Mais cela signifiait aussi renoncer aux 12 à 15 millions de dollars par saison qu'il gagnait grâce à la série, un fait qu'il a admis lors de son affaire de divorce. Cela a marqué la fin du rôle qui avait défini sa fin de carrière et l'a poussé dans le monde incertain du cinéma indépendant.